Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo de cours sur les applications linéaires. Aujourd'hui, on va étudier le cas de la dimension finie. Jusque-là, on faisait des choses sans parler de dimension. Mais vous savez, depuis le chapitre 18, qu'en dimension finie, quand même, tout se simplifie. L'étude des espaces vectoriels de dimension finie, c'est beaucoup plus simple que l'étude des espaces vectoriels de dimension infinie. À tel point que le but de cette séance, c'est de se rendre compte qu'en fait, tous les espaces de même dimension n sont isomorphes à k puissance n, qui est un espace quand même très simple. Donc moralité, si vous comprenez k puissance n et ses isomorphismes, je l'ai rajouté, eh bien vous comprendrez tous les espaces de dimension n. Donc le but, c'est de se rendre compte de ça et de pratiquer cette analogie. On commence avec une proposition utile qui vous permet de définir une application linéaire uniquement en regardant ce qui se passe sur une base. Donc soit U1 jusqu'à UN une base de E, qui du coup est de dimension finie n. Et puis V1 jusqu'à Vn une famille de F. Eh bien je prétends qu'il existe une unique application linéaire entre E et F, qui envoie U1 sur V1, U2 sur V2, etc. Alors on a à prouver l'existence et l'unicité de quelque chose qui vérifie certaines conditions. L'analyse synthèse, c'est souvent une bonne idée. Analyse, on suppose qu'une telle application existe et puis on voit à quoi elle peut bien ressembler. Eh bien, comme tout U de E se décompose de manière unique selon les UI de notre base, par la linéarité qu'on demande, on ne va pas avoir vraiment le choix. Pour un U quelconque, qui s'écrit comme cette combinaison, par linéarité, vous aurez f de U égale la somme des lambda I VI. Les lambda I sont donnés, les VI sont donnés. Les lambda I sont donnés une fois que vous avez fixé U, les VI sont donnés dans l'hypothèse, vous n'avez pas le choix. Autrement dit, si vous avez un U qui se décompose comme ça, votre f de U, c'est la somme des lambda I VI. Point. Ça ne peut que être ça. D'où l'unicité. Attention, c'est pas terminé. Qui dit que cette application convient? Qui dit qu'elle est linéaire? Qui dit qu'elle envoie bien les UI sur les VI? Faisons la synthèse. Donc réciproquement, on pose l'application qui fait ça, et on vérifie. On vérifie tout ce qu'on prétend. Alors elle va bien de E dans F, ça c'est clair, parce que les UI sont dans E, les VI sont dans F. Elle donne bien f de UI égale VI pour tout I, c'est fait pour. Si vous prenez par unicité des scalaires dans la décomposition, comment vous décomposez U1, c'est une fois U1 plus 0 fois les autres. Donc votre résultat c'est une fois V1 plus 0 fois les autres, etc. Reste à vérifier la linéarité, eh bien on sait faire ça, on prend deux vecteurs, alors on les décompose comme c'est indiqué, deux scalaires, alpha, bêta, et je vous laisse vérifier le calcul, ça marche bien, c'est linéaire. Donc la preuve par analyse synthèse est terminée. On met ça en pratique immédiatement avec un exercice. Donc voilà, typiquement un énoncé, un exercice qu'on peut résoudre très rapidement grâce à cet énoncé. Je vous demande de montrer qu'il existe une unique application linéaire entre R2 et R3 qui envoie le vecteur 1, 1 sur 1, 1, 1 et 1, moins 1 sur 1, 4, 0. Donc est-ce que la proposition s'applique? L'hypothèse de cette proposition, c'est qu'on dispose d'une base de E et d'une famille de F. Ici, E, c'est R2, grand F, c'est R3. Je suis en train de donner, c'est la question, est-ce que je suis en train de donner l'image d'une base? Est-ce que 1, 1, 1, moins 1 est une base? Vous savez tous me démontrer que oui, donc j'écris juste le début et vous terminerez. Donc, solution de l'exo. Donc ceci a lieu car 1, 1, 1, moins 1 est une base de R2, donc la proposition s'applique. Et on va écrire ça, la manière de citer cette proposition par exemple, une bonne manière de faire, c'est de dire « et une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base ». Par l'image d'une base. Alors, je vous laisserai justifier le fait que 1, 1, 1, moins 1 est une base de R2. Ici, vous me mettrez une petite justification, en quelques mots.
Et puis exprimons pour tout xy, f de xy en fonction de x et y. Alors, on va faire ce qui a été expliqué dans l'analyse synthèse. Hein. C'est-à-dire qu'on va décomposer xy. Soit xy dans R2. On cherche à décomposer, donc on cherche lambda 1, lambda 2 réel, tel que xy égale lambda 1 fois 1, 1, plus lambda 2 fois 1 moins 1. C'est quelque chose que vous avez déjà fait depuis longtemps, depuis qu'on étudie les espaces vectoriels. Ça va vous donner un système linéaire à résoudre. Vous le résolvez, vous aurez lambda 1, lambda 2. Vous pourrez calculer f de xy par linéarité. Je vous laisse terminer ça, on débriefera. Et on poursuit. Donc je mets des points de suspension pour dire à vous de terminer. On poursuit avec un lemme, mais qui est quand même une propriété aussi assez utile, donc à ne pas négliger, surtout qu'en soi ça va être une méthode assez pratique. Une application linéaire transforme une famille génératrice de E en une famille génératrice de son image. Hein? Si f appartient à L de EF et que U1 jusqu'à UR est une famille génératrice de E, alors IMF, c'est vect des f de UI. Démonstration par double inclusion, tout simplement. Inclusion de droite à gauche. Pour tout i, on a bien f de UI qui appartient à IMF. Hein. Par définition même de l'image, c'est des f de quelque chose. Ensuite, il faut se rappeler que vect, l'espace engendré par un certain nombre de vecteurs, c'est le plus petit sous-espace qui contienne tous ces vecteurs. Donc c'est le cas. Comme l'image contient tous ces vecteurs, eh bien, elle contient tout le vect. Inclusion de gauche à droite, soit V dans IMF, montrons qu'il est dans le vect. Je traduis immédiatement, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est un automatisme. Dès que je dis soit V dans IMF, je traduis. Donc il existe U dans E, tel que V égale F de U. Par ailleurs, U il est dans E, donc je peux le décomposer selon les UI, puisque la famille des UI génère E, engendre E. Mais alors par linéarité, V c'est F de U, et bien c'est la somme des lambda I F de UI. C'est bien une combinaison linéaire des F de UI, c'est terminé. Une preuve très simple. Et remarque importante, on a donc un moyen beaucoup plus simple qu'avant de trouver IMF. Hein, avant on faisait des calculs avec des conditions de compatibilité. Ben là vous avez un moyen sans quasiment aucun calcul. Hein. Par contre, ne surinterprétez pas ça. Rien ne dit que vous obtenez une base de IMF. Hein. Attention, vous avez juste IMF égale vect de ces vecteurs. Peut-être qu'il y a des relations de liaison entre ces vecteurs. Rien ne le garantit. Donc vous obtenez une famille génératrice. Si vous en voulez une base, il faut l'extraire. Peut-être que c'est une base, mais peut-être pas. Si ça ne l'est pas, il faudra extraire une base. Exemple d'utilisation de cette propriété, de cette méthode. Je reprends l'exemple précédent, c'est-à-dire l'application que vous avez trouvée là. Hein, vous allez avoir f de xy égale une certaine expression. Je ne l'écris pas. Une certaine expression en fonction de xy. Imaginez, je vous donne juste cette expression et je vous demande quelle est l'image de f. Avant, vous auriez dû vous lancer dans des calculs de système linéaire, résolution de conditions de compatibilité, mais en fait, tout simplement, on va appliquer ça. Dans cet exemple, on a une famille génératrice. Dans cet exercice, on a une famille génératrice de E. Hein. On a même une base. 1, 1, 1, moins 1. Donc on applique ça avec U1, U2 qui sont 1, 1, 1, moins 1. Et c'est immédiat. Notre image, c'est vect de 1, 1, 1, 1, 4, 0. Aucun calcul à faire. Hein, une application linéaire transforme une famille génératrice de E en une famille génératrice de son image. Voilà la méthode dont je vous parlais plusieurs fois. Je vous disais, vous aurez plus tard une méthode beaucoup plus pratique et rapide de détermination des images. La voilà. On poursuit, on va parler d'isomorphisme maintenant, c'était le but, hein, je vous rappelle. On peut maintenant caractériser les isomorphismes de manière assez simple. Donc soit f une application linéaire entre grand E et grand F, je prends petit e1 jusqu'au petit en une base de E,
eh bien je prétends qu'un f est un isomorphisme si et seulement si cette famille est transformée, cette base est transformée en une base de f. Donc résumé, f est un isomorphisme si et seulement si elle transforme une base en une base. Démonstration, c'est un si et seulement si, on va faire une double implication. De gauche à droite, on suppose f, ça c'est une erreur, j'ai mis surjective, c'est bijective. Hein. Un isomorphisme, c'est une application linéaire bijective, donc on la suppose bijective, corrigée. Et puis on essaie de démontrer que f de ma base, c'est une base. Comme au départ, la famille des E, c'est une base de E, elle est aussi génératrice de E. Et donc par le lemme précédent, l'image de f, c'est l'espace engendré par les f de E. Mais par surjectivité, du coup, c'est grand F. Hein, surjectif, ça veut dire im de petit f égale grand F. Donc finalement, ces petits f de E forment une famille génératrice de grand F. Je veux montrer que c'en est une base, il ne me reste plus qu'à montrer qu'elle est libre. Donc on prend une combinaison linéaire nulle de ces f de EI, et bien par linéarité, on applique la linéarité dans l'autre sens pour une fois, je reconnais que f appliqué à la combinaison linéaire lambda i et ei fait 0. Donc la somme des lambda i et ei est dans le noyau, mais le noyau est nul, puisque j'ai supposé f injective. Hein, pour une application linéaire, être injective, c'est avoir un noyau réduit à l'espace nul. Donc la combinaison linéaire est nulle. Mais maintenant, par la liberté de cette famille des EI, c'est que tous les lambdas sont nuls. D'où la liberté recherchée. J'ai montré la liberté des f de EI, puisque en prenant une combinaison linéaire nulle des f de EI, j'ai obtenu que tous les lambda i étaient nuls. Ok, voilà pour l'implication de gauche à droite. Implication de droite à gauche, on suppose que la base transformée est une base de f, et on veut vérifier que petit f est bijective. Donc on suppose voilà, que la famille transformée est une base de f. En particulier, grand F, c'est l'espace engendré par ces f de EI, hein, puisqu'elle est génératrice. Et c'est imf, par le lemme précédent, toujours. Donc f est surjective, puisque im de petit f égale grand f. Reste à montrer l'injectivité. Par linéarité, il suffit de vérifier que le noyau est nul. On va faire ça par double inclusion. L'inclusion de droite à gauche est toujours vraie pour un espace vecteur, pour une application linéaire, puisque le noyau est un sous-espace, hein, puisque f de 0 égale 0. Inclusion de gauche à droite, bien sûr, soit u dans le noyau, on le décompose, et on applique f. Donc vous obtenez 0 égale f de u, puisque u est dans le noyau, mais par linéarité, vous obtenez la somme des lambda i f de ui. Mais vous avez supposé que la famille des f de ui est une base, donc elle est libre. C'est une base de grand F, donc elle est libre. Donc tous les lambda i sont nuls, donc u est nul. Donc vous avez terminé l'autre inclusion. Le noyau est inclus dans l'espace nul. Terminé. Donc moralité, une application linéaire est un isomorphisme si et seulement si elle transforme une base en une base. Corollaire immédiat, des espaces vectoriels de dimension finie isomorphes ont la même dimension. Ce qui est cohérent, hein. Souvenez-vous, on avait expliqué que pour des espaces vectoriels, être isomorphe, ça veut dire vraiment être des représentations différentes de la même chose. En particulier, ils partagent toutes les mêmes caractéristiques, y compris la dimension. La preuve est immédiate avec ce qu'on vient de faire. Vous prenez un isomorphisme entre grand E et grand F, vous savez qu'il transforme une base de l'un en une base de l'autre. Donc une base de grand E et une base de grand F ont le même nombre de vecteurs. Ce qui veut dire que grand E et grand F ont la même dimension. C'est immédiat. Ce qui est bien plus fort, c'est que la réciproque est vraie. Et du coup, comme c'est plus fort, j'appelle ça un théorème. Et j'appelle ça les isomorphismes canoniques. Alors pourquoi ? Parce que on est en train de dire finalement, la réciproque de ça est vraie, c'est-à-dire si un espace a une dimension finie qu'on va appeler n,
eh bien alors il est isomorphe à k puissance n. En réalité, tous les espaces de dimension n sont isomorphes à k puissance n. Et c'est ainsi et seulement si, hein. Alors bien sûr, là on est dans la réciproque, donc on est en train de faire le sens de gauche à droite, qui est le plus fort. Le sens de droite à gauche, c'est grosso modo le corollaire qu'on vient de voir. Donc redétaillons la preuve. De droite à gauche, si vous avez un isomorphisme entre E et k puissance n, eh bien vous avez un isomorphisme réciproque, phi-1, de k puissance n dans E. Et puis c'est le corollaire précédent qui nous dit, du coup, la base canonique de k puissance n, qui contient n vecteurs, est transformée en une base de E. Donc E est de dimension n. C'est juste une application du corollaire précédent. Et par contre, de gauche à droite, c'est là que c'est plus fort. Si votre dimension c'est n, vous êtes isomorphe à k puissance n, eh bien allons-y, on suppose que notre dimension de E c'est n. On peut donc trouver une base de E avec n éléments, je les appelle U1 jusqu'à UN, ces vecteurs. Je vais noter E1 jusqu'à En, la base canonique de k puissance n. Eh bien, la proposition 13, alors c'est celle qui dit qu'une application linéaire est entièrement déterminée par l'image d'une base. Par cette proposition, eh bien, il existe une unique application linéaire qui envoie U1 sur E1, U2 sur E2, etc. Qui envoie pour tout i UI sur EI. Phi, elle est linéaire, elle transforme une base en une base, c'est un isomorphisme. Alors, c'est pour ça que j'appelle ça un isomorphisme canonique. J'envoie ma base de E sur la base canonique de k puissance n. Un exemple d'isomorphisme comme ça, donc on l'avait déjà un peu vu sans avoir fait encore ce cours. K indice n crochet x, les polynômes de degré inférieur ou égal à n, c'est isomorphe à k puissance n plus 1. Je rappelle que la dimension de k indice n crochet x, c'est n plus 1, donc tout ça est cohérent avec ce qui vient d'être dit. Et puis on peut même regarder précisément comment marche cet isomorphisme. Eh bien vous prenez ce polynôme p, de degré inférieur ou égal à n, et vous lui associez tout simplement ses coefficients, le n uplet de ses coefficients. Ça va bien de k indice n crochet x dans k puissance n plus 1. On l'avait fait dans les séances précédentes avec n égale 2, cet isomorphisme. Donc voilà deux manières différentes de représenter finalement la même information. À gauche, un polynôme en l'écrivant tel quel, avec ses coefficients, et à droite, on ne traiterait que les coefficients en soi. C'est la même information représentée de deux manières différentes. Polynôme, n uplet. Ok, on s'arrête ici pour cette vidéo, et j'en ferai rapidement une prochaine sur la notion de rang d'une application linéaire et les formes linéaires. Donc je vous laisse travailler cette vidéo-là, et puis je pense demain ou après-demain, je mettrai en ligne la prochaine. À bientôt.